pour cette deuxième session. Ah, voilà, pardon. Pour cette Finalement. deuxième session de l'après-midi sur le live streaming True Paris. On vous propose donc le sujet Big Data ou le début du CRM candidat. Avec nous, on a deux modérateurs, Béatrice Péot de BNP Paribas et Yves Loiseau de Textkernel qui ont animé avec nos différentes personnes qui sont on stage. Donc je vous laisse la main et bonne session. Merci. Je vais peut-être vous laisser vous présenter. Oui, très bien. Moi, je suis Béatrice Péot, donc je suis responsable marque employeur et donc en bus management et aussi sourcing chez BNP Paribas, donc au niveau du groupe BNP Paribas. Et bon, on va aller très vite sur le sujet, mais je crois que ce qui serait bien, c'est que Yves va nous donner un peu une introduction sur le big data. On parle de quoi? Parce que moi j'ai plein de questions, parce que en fait je suis venue avec plein d'interrogations et peut-être et des souhaits, et je crois que ce qui est bien, c'est de lancer le débat et déjà qu'on le recentre. Donc je vais laisser Yves se présenter et puis vous donner ces quelques éléments. D'accord. Alors donc Yves Loiseau, société Textkernel. Et j'aime bien nous présenter comme un laboratoire en fait, hein, parce qu'en gros sur 50 personnes, il y a une quarantaine d'ingénieurs et chercheurs, donc on est vraiment dans l'aspect scientifique des choses, et on s'est spécialisé au départ sur la sémantique en matière de RH et d'emploi, et aujourd'hui sur le big data. Pourquoi? Parce que quand on veut comparer des informations textuelles, pour les chiffres, il n'y a pas de problème, mais quand on veut comparer des textes entre eux, il faut aller comprendre ce qu'il y a dedans, parce qu'en général, ils n'ont pas été classés pareil. Donc tout simplement, si on veut faire la moindre statistique, la moindre probabilité, il faut bien qu'on arrive à comparer les choses. Donc c'est comme ça qu'on est arrivé dans ce domaine-là. Et aujourd'hui, on est aussi fournisseur de données pour des applications de ce genre-là. On en a réalisé quelques-unes, pas dans le domaine de l'entreprise, mais on en a réalisé quelques-unes pour des gouvernements ou des régions ou des choses comme ça. Voilà, donc un peu pour donner le background. Et en venant ici, ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est de vous demander, selon vous, qu'est-ce que vous mettez derrière le mot Big Data? Parce que c'est un mot qu'on... poser la question, c'est quoi Big Data? Si c'est à moi de répondre, je peux donner mon point de vue, mais je ne sais pas si peut-être dans la salle, il y a des gens qui ont déjà fait des expériences avec ça, ou bien s'il y a eu ou bien si peut-être vous êtes tous venus justement ici pour avoir une opinion sur le sujet. Pour moi, il y a de plus en plus de données qui sont produites sur différentes applications, récoltées aussi de différentes manières. Pour moi, le big data, c'est utiliser ce produit qui est un peu brut, c'est une base de données finalement, que ce soit du texte ou que ce soit des chiffres, et leur donner une utilité à travers différentes applications. Voilà comment je définirais le big data. Oui, alors on peut regarder ce qu'il n'est pas déjà, parce que c'est pas un gros tas de données, parce que ça, il y avait des gros tas de données depuis très très longtemps, hein, avant même qu'il y ait Internet, donc ça remonte quand même à très longtemps. Ça peut être aussi, effectivement, c'est pas non plus juste du data mining, donc l'art de faire sortir les fameux signaux faibles dans un gros tas de données, c'est pas juste interprétation. Peut-être je veux pas être trop long, hein, mais pour dire qu'est-ce qu'il y a de nouveau finalement, c'est le cloud, c'est-à-dire le fait que on va vouloir utiliser plein de données, mais surtout qui viennent de plein d'endroits différents, et encore une fois, qui n'ont pas été conçus pour être comparés. Voilà, donc l'idée, c'est de trouver une espèce d'espéranto et de trouver un sens commun à partir de plein d'infos qui, en plus, sont souvent des sources de données live, qui sont des données fraîches. Donc c'est vraiment ça la grande différence. Et donc par rapport au CRM, je dirais... encore une fois, le CRM a été inventé avant, donc c'est peut-être pas le début du CRM, mais peut-être que et c'est là que c'est intéressant, c'est un renouveau, ça ouvre des nouveaux usages. Ce qui serait intéressant justement, c'est de savoir qu'est-ce que vous, peut-être, vous en attendez. Qu'est-ce que ça peut apporter pour vous? Alors, très grossièrement, oui, ça peut permettre de cibler les gens. Et je crois qu'on va avoir des exemples très concrets. Après, je pense qu'il y a différents points de vue, puis c'est bien, on est représentant de différentes institutions. Bon, je vais me lancer, hein, mais d'un point de vue du recruteur ou d'une entreprise, moi j'y vois deux aspects. Comment mieux communiquer et générer de l'attractivité, donc qui est plus proche de l'emailing amélioré, mais sur des critères peut-être différents. Et justement, un deuxième objectif qui est le recrutement, disons plutôt les aspects matching et comment on peut l'utiliser pour faire la présélection, pour gagner du temps et dans les screenings des CV finalement, ou dans les bases d'information, les CV tech, plus être dans la recherche une par une, mais avoir la possibilité, on balaye tout ça. Voilà. Moi, c'est deux objectifs que j'ai identifiés. Je ne sais pas s'ils sont partagés. Je sais pas s'il y a d'autres.
Moi, en tant que recruteur, c'est le fait d'aller plus loin. Ce qui m'intéresse, c'est le côté cumuler les bases, donc vraiment aller permettre de tirer des fils et d'aller très très loin pour retrouver des candidats qu'on ne trouverait pas autrement. Et maintenant, en tant que sourceur, c'est ce qu'on fait. On va tirer manuellement nous-mêmes les fils par sorte de query via Google, mais finalement, plus l'outil va le faire lui-même, au plus ça va nous simplifier la tâche. Et peut-être faire disparaître notre métier, mais ça c'est autre chose. Alors, il y a peut-être un autre... alors sur la disparition du métier, il y a peut-être un autre aspect, c'est... Oui, ça permet de trouver des choses qu'on n'aurait pas trouvées autrement, mais normalement, ça permet aussi de les regarder différemment. On parlait de choisir les bons candidats, mais... on voit un candidat, mais on ne connaît pas forcément tous les autres candidats du même style. Donc, le big data peut permettre de les comparer. Ça donne peut-être un contexte, en fait. Ça enrichit l'interprétation qu'on peut avoir du... J'aurais une question à poser. Quelle est la réalité de ce dont on est en train de parler maintenant? Est-ce qu'on est prospectif ou est-ce qu'il y a déjà des choses qui se passent? Parce que oui, la alors, base de données, c'est déjà pas facile. C'est pas forcément du CRM, encore que. C'est presque de la relation collaborateur. Je peux vous parler d'un exemple néerlandais. On a travaillé, pas seul, avec évidemment d'autres organes scientifiques, on va dire, sur un outil pour calculer l'employabilité des personnes. En gros, combien de mois il leur faudra, toutes choses étant égales par ailleurs, pour trouver un job. Pourquoi? Parce que la doctrine légale aux Pays-Bas fait que on considère que l'employeur est responsable de l'employabilité. Du coup, les DAF s'en sont emparés, ils ont dit combien ça va nous coûter cette histoire-là? On n'en sait rien puisqu'on ne sait pas mesurer. Donc ils se sont dit, est-ce qu'on pourrait avoir un outil pour mesurer? C'est intéressant pour la gestion des collaborateurs. Du coup, maintenant, ils discutent de l'employabilité de la personne en entretien annuel. Et donc c'est rigolo parce que quand les entretiens annuels, ils discutent de la sortie, quelque part. Mais de manière très très ouverte. Mais ça peut aussi servir, pourquoi pas, en CRM candidat, parce que quand on sera face à un candidat, on pourra lui donner un contexte, Moi je crois qu'on est dans une ère complètement accélérée, un peu trop, et que quelque part on en revient toujours au problème de la qualité perçue, de la qualité réelle et de la qualité souhaitée. Sauf que tout ça c'est très flou. Et que la seule zone de confort, c'est quand tout converge. Donc, quelque part, le big data, ça donne de la transparence, ça permet de se dire les choses peut-être. Est-ce qu'on peut ouvrir un peu le capot et comprendre, parce que la mesurer l'employabilité de quelqu'un, moi je ne sais pas faire. Donc ça m'intéresse de savoir... Alors, en fait, on va démarrer un projet similaire en France. Donc en fait, comment ça se passe? C'est que d'abord, on part de données réelles, donc on va dire, effectivement, on prend un certain nombre de personnes qui ont été en situation de recherche d'emploi. On va, encore une fois, statistiquement, on revient toujours aux maths, déterminer quels sont les facteurs qui ont eu un impact dessus et de quelle manière. Donc on en sélectionne un certain nombre. Et bien évidemment, là on est dans un POC, donc le modèle n'est pas parfait. On travaille dessus. Une fois qu'on a ça, ce qu'on introduit, alors dans le cas de cet exercice, c'est de la donnée fraîche, c'est-à-dire des données en temps réel sur l'état du marché. Parce que les modèles qui existaient, ça fait très longtemps qu'on a des modèles statistiques, étaient incapables de prévoir 2008. Donc quand 2008 est arrivé, on ne savait plus où est-ce qu'on habitait. Le fait aujourd'hui d'introduire de la donnée fraîche en temps réel limite cette problématique-là. Et qu'en est-il de l'aspect juridique du traitement des données? Parce que là, je pense qu'il y a un gros point qui est important pour nous. Moi, justement, je suis à la tête d'un certain nombre de bases de données de candidats qui pourraient intéresser les recruteurs. Mais nous avons des contraintes qui sont très très fortes et nous sommes surveillés en l'occurrence par un correspondant informatique et liberté. On ne peut pas faire ce que l'on veut. Dans l'absolu, ce que vous dites, c'est très intéressant. Ça permettrait d'améliorer l'employabilité de nos jeunes diplômés et des plus anciens. Mais on a des contraintes à ce niveau-là qui sont très fortes. D'accord. Alors, après, il y a plusieurs volets sur cette question-là. D'abord, ça dépend de qu'est-ce qu'on traite. Si on traite des offres d'emploi, on n'a pas les mêmes contraintes qu'avec des individus. Voilà. Ensuite, concernant les individus, on n'est pas du tout obligé de stocker des données nominatives. La petite chose qu'on a fabriquée, en fait, c'est en libre service. Donc la personne, elle vient, elle répond aux questions, elle se log même pas, elle dit pas. Elle va jouer avec les différents paramètres. Elle va dire, finalement, je serais prêt peut-être à changer de région, ou je serais peut-être prêt je sais pas moi, à faire un peu plus de trajet le matin. Ça fait partie des critères qui ont été retenus. Et voir si ça va augmenter mes chances. Voilà. Donc c'est plus une aide pour le chercheur d'emploi, vraiment. Donc il n'y a aucun stockage de données nominatives. Du coup, non, on est en principe pas... D'ailleurs, il n'y a pas de stockage de données en réalité.
D'accord. C'est par... alors, je ne suis pas un statisticien, mais c'est des principes de régression, par exemple. On va prendre une variable et on va voir en quoi est-ce qu'elle impacte la durée. Et après, il y a un tas de tests, justement, pour vérifier si, en fait, on n'a pas raté un autre aspect qui était plus influent et qui a conditionné. C'est toujours par rapport aux questions de motivation. Est-ce que c'est un commercial motivé qui vend ou est-ce que c'est un commercial qui vend qui est motivé? C'est la poule et l'œuf après. Donc, il y a des moyens mathématiques de vérifier ces histoires-là. Et du coup, ces critères sont des critères essentiellement factuels qu'on peut retrouver. Bien sûr, bien sûr. Ce qui est, vous parliez de la motivation, par exemple. Généralement, on n'a pas accès à cette information. Non, on ne rentre pas dans ces choses-là, évidemment. On dit toutes choses étant égales par ailleurs. C'est pareil, je vais caricaturer, faire la provocation, mais si je suis fils de ministre, j'ai peut-être plus de chances que si ce n'est pas le cas. Mais on va dire, si on prend un individu lambda, il y a des facteurs très marquants. Il y a une étude de l'UNEDIC qui est très intéressante sur le sujet, qui montre que la situation par rapport à l'emploi, donc depuis combien de temps est-ce qu'on est au chômage, a un gros impact. Même chose, il y a une espèce de courbe de Gauss par rapport au nombre d'années depuis lesquelles on est dans le même poste. Ça monte au début, donc quelqu'un qui est en poste depuis 6 mois, il y a peu de chances qu'on ait envie de le prendre tout de suite. Mais par contre, s'il reste trop longtemps au même poste, on n'en veut plus non plus. Voilà, c'est un peu comme ça. Donc ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas rester dans la même entreprise. Mais au sein d'une même entreprise, il faut changer de poste. Voilà. Logique dans cette histoire. Sûrement, si on ne fait pas gaffe, oui. Pourquoi ça arrive? Parce que ça arrive. Et puis voilà. Après, il faut vraiment comprendre ce que ça enseigne. Mais, encore une fois, je ne suis pas mathématicien, mais les règles de mathématiques sont quand même avérées, vérifiées. C'est un peu comme douter des prévisions météo, c'est exactement le même genre de technique. Oui, mais là on parle de personnes, on parle de relations, on parle de contexte. Oui, c'est pour ça qu'on rentre a priori, on n'est encore jamais entré dans des questions, mais attention, hein, je suis... Par rapport aux robots qui nous entourent, je pense que si on ne prend pas conscience de leur réalité et qu'on ne décide pas de les dresser quelque part, ça risque d'être le contraire qui se produit. Donc je pense qu'il vaut mieux se confronter à cette situation-là et se dire oui, on peut faire un tas de choses absolument effroyables et ça peut finir à la Aldous Huxley. Mais c'est pas une fatalité. On peut très bien avoir un usage hygiénique et sain de ces technologies-là. Juste une courte question sur l'exemple néerlandais, mais tous les données que rentre le candidat ne venaient pas nourrir la base. Si vous êtes là-dessus, le candidat, vous ne pouvez pas savoir si 6 mois plus tard il a été embauché. C'était pas un système apprenant, on n'a pas cherché, c'était vraiment un système qu'on a fabriqué avec le Intelligence Group pour montrer ce qu'on pouvait faire dans un contexte de changement législatif. Alors, du coup, là-dessus, j'aurais juste une question, c'est du coup, ça peut s'appliquer, le problème du big data, c'est que ça peut s'appliquer soit qu'on a des données qui sont extérieures avérées, soit qu'on génère de la donnée dans des grands groupes d'entreprises. Mais alors, comment on fait pour, quand on est une petite structure, soit quand on est un recruteur par exemple extérieur, soit quand on est bénéficier du big data, qu'on n'a pas en interne la capacité à générer ces données? En fait, il faut passer par des outils ou des fournisseurs de données qui ont fait l'agrégat pour nous, quelque part. Je vais essayer de prendre un exemple neutre. Aujourd'hui, si on va sur opendata. Je pense que public.gouv.fr, à ce moment-là, on peut disposer de plein d'informations agrégées. Et si on est une PME, si on est une PME, on aura sûrement les moyens d'en tirer quelque chose tout seul. Autrement, il faut passer par des gens qui ont fabriqué. Il faut des compétences. Voilà. Si on est une TPE, à ce moment-là, il faut certainement prendre du préfabriqué. Mais on peut apprendre plein de choses, parce que l'emploi, on parle toujours de l'emploi, mais en fait, l'emploi, ça fait partie de la vie. Aujourd'hui, on propose toujours de trouver des jobs par rapport à un niveau d'études, un métier, etc. Mais pourquoi pas par rapport à la proximité, par rapport à la plage, par exemple. Et ça, c'est des informations qui sont publiques et disponibles. Pour rebondir là-dessus, prendre un exemple, c'est une société que j'ai rencontrée il y a 2 ans, qui a gagné des prix, etc., qui s'appelle HBS Research, qui édite un site internet qui s'appelle La Place de l'Immobilier. Ils ont gagné un prix dans le cadre de premier appel d'offres Open Data. Et ils ont agrégé plein de données publiques
Ils sont capables de fournir des services, et je prends un exemple pour RH. Je suis un groupe, voilà où se trouve j'ai plein d'emplacements de bureaux, je veux déménager, mettre tout le monde, et je veux trouver un endroit qui soit optimisé en fonction des distances de trajet, des tarifs, etc., etc. Et donc ils sont capables effectivement de fournir un service clé en main à une entreprise qui va dire, voilà, là il y a une offre de bureaux qui vient d'apparaître, où il y a 25 000 m², machin, un truc, etc., et où j'optimise par rapport à ma base de données de salariés les temps de trajet, les trucs, etc., avec des critères qui sont faits. Donc là, on est dans un cas concret d'utilisation de données open data. Mais c'est un certain nombre de scénarios qui sont prédéfinis. C'est un prestataire qui les a déjà mis en place, etc., etc. Donc c'est là où je dirais qu'il y a un besoin de compétences et d'outils qui me semble, moi, extrêmement important par rapport au big data. Je pense qu'il faut commencer petit. Mais vous parlez d'immobilier. Moi, je serais très heureux de voir des job boards qui convertissent le salaire proposé en parité de pouvoir d'achat. Parce que tout le monde sait très bien que 2 000 € à Paris, c'est pas 2 000 € à Perpignan. Enfin, le loyer n'est pas le même. Le coût ça, c'est une application concrète, spécifique. On parle de CRM candidat. Le CRM candidat, ça passe d'abord par de la transparence et de la vérité, quelque part. Si on ne ment pas aux gens, ils nous en feront gré, quoi. Il y a quand même un aspect... Il n'y a pas forcément Big Brother qui veut contrôler tout, quoi, mais déjà savoir... Concrètement, alors par rapport aux candidats, qu'est-ce qu'il y a moyen de faire maintenant? Qu'est-ce que je... Et bien ça, moi j'invite tous les job boards à agréger des données qui sont actuellement publiques, en prenant évidemment le panier moyen, le loyer, le prix au mètre carré, enfin il y a quelques indicateurs comme ça, pour définir une parité de pouvoir d'achat et pour dire, ben voilà, vous voulez comparer le salaire proposé d'un job à l'autre, ben alors à ce moment-là, on va vous le traduire en parité de pouvoir d'achat. Ce serait déjà un vrai point, un vrai pas en avant, petit. Voilà, un petit pas pour le big data, un grand pas pour le candidat. Mais c'est vrai que ça veut déjà dire changer les mentalités, parce que pour beaucoup d'entreprises, on met pas le salaire sur l'offre, par exemple. Quand on le met. Après, si on le met pas, on le met pas. Mais souvent, ça peut être d'autres critères qu'on met en avant, s'ils sont importants. Il faut faire un switch culturel qui est celui de dire on donne beaucoup de données, ce qui est peut-être pas. Enfin, c'est une autre démarche, un autre état d'esprit dans la démarche vers le candidat. On n'en est pas encore tout à fait là maintenant, je pense. L'enjeu, c'est la décision. L'enjeu, c'est que chacun prenne la meilleure décision. Il vaut mieux qu'un candidat décide de ne pas venir chez nous. Donc, quelque part, c'est une forme de CRM intelligent. C'est de dire, on va aussi, au lieu d'essayer de marteler des messages et vouloir absolument faire croire ce qu'on n'est pas, ou voilà, on va juste essayer d'être le plus transparent possible. Alors après, on peut se retrouver dans des problèmes de pénurie si on ne trouve pas son marché. Mais on est quand même dans une économie qui est de plus en plus globale et ouverte. Donc je pense que tout le monde trouve chaussure à son pied. C'est une question du temps qu'il faut pour chercher. Ce qui est intéressant, je pense qu'on a déjà beaucoup parlé, c'est justement aussi du filtrage et du matching des candidats par rapport à une offre d'emploi. Et là, ce qui m'intéresserait beaucoup de savoir, c'est comment le big data et la technologie peut répondre à ça. Parce qu'après, comme vous l'avez dit justement dans l'introduction, on parle beaucoup de sémantique, travailler sur le pouvoir des mots, etc. Bah alors que si on risque d'en venir à une transposition en disant à se dire que postuler à une offre devient un exercice linguistique où il faut trouver les bons mots, avoir la bonne algorithme. C'est-à-dire que... Il sait reconnaître à côté les équivalents. Exactement. On avait un exemple tout à l'heure dans une discussion, et j'ai appris que chez IBM, les contrôleurs de gestion s'appelaient les Sales Operation. C'est pas évident, hein. Donc je pense qu'un recruteur qui a tapé contrôleur de gestion, il va passer à côté de tous les contrôleurs de gestion d'IBM. Est-ce que pour autant il faut dire à tous les contrôleurs de gestion d'IBM de mettre contrôleur de gestion au lieu de Sales Up? Non, parce que c'est approchant, la langue est faite de nuances, de subtilités. Il est hors de question, en tout cas pour moi, d'appauvrir la langue sous prétexte que ça va simplifier la vie. Non, ce qui est intéressant, c'est quand on cherche contrôleur de gestion, d'être capable de suggérer Sales Up, et de le garder dans son jus. C'est comme si tous les CV se ressemblaient. Un CV a quand même une authenticité. Il ne s'agit pas de dégrader la donnée, surtout pas. Il s'agit plutôt de faire des rapprochements, de faciliter ces rapprochements qui donnent mal au crâne, sinon, honnêtement. Et pour moi, là, on n'est pas dans le big data. C'est-à-dire que vous avez quelque part un dictionnaire sémantique que vous appliquez sur des requêtes. Donc, on n'est pas du tout dans le big data. Oui, mais c'est la data qui permet de former la puissance de la sémantique. De sémantique, c'est parce qu'il lui faut de la formation pour pouvoir associer... Oui, mais un dictionnaire sémantique, c'est pas très compliqué, quoi. Alors, la sémantique permet d'être big et divers, surtout. Divers, parce que sinon, si on a des sources différentes et qu'il n'y a pas de sémantique, on a du mal à les comparer. Ouais. Après, la data, qu'est-ce que ça va être là-dedans, ou l'enseignement, c'est justement les conclusions qu'on va arriver à tirer
qu'on va arriver à tirer de cet ensemble de données. Ouais. Se dire que tiens, parce qu'on a analysé 1 million de CV, tel job a tendance à conduire à tel autre job. Pourtant, j'y aurais pas pensé. Aujourd'hui, beaucoup de recruteurs cherchent quelqu'un qui a le job actuellement. Souvent. Mais c'est quoi le job avant? En variété, on n'en sait rien. Donc on peut essayer de regarder, dire quel job mène à quel job, par exemple. Ça, c'est du big data. C'est ça qui m'intéresse. Parce qu'effectivement, on a déjà tous ces dictionnaires justement sémantiques, mais c'est-à-dire comment on va évaluer, comment on va s'assurer que la qualité, ou comment... Parce que finalement, on n'aura toujours que les données qui ont été données par le candidat, ou comment on peut faire déjà pour aller chercher ailleurs tous ces exercices de... Alors on réfléchit par rapport à des signaux plus faibles, à poser des questions en plus au candidat. Par exemple, une personne apparemment semble avoir un profil international. On va lui dire, voilà, on dirait que vous avez un profil international, est-ce que vous avez envie de nous en dire plus ou est-ce que ça vous ennuie complètement? Ça se fait déjà? Oui, il y avait une question, pardon. Les exemples d'application d'utilisation de CRM en SaaS, Oui. data dans le recrutement. Donc, ce que j'ai mis en passé, c'est le fait de pouvoir avoir accès avec une tablette au CRM pour les consultants en recrutement. Oui. Donc, le consultant en recrutement peut être dans sa salle d'entretien, il peut être dans un café, il peut être en télétravail chez lui. Grâce au CRM dans le cloud, il aura toujours accès aux bases de données candidats, aux informations d'entreprise, une fois qu'il travaille. Deux aspects. Effectivement, il y a l'accès à la donnée, mais l'emplacement lui-même du recruteur à ce moment-là peut aussi être une donnée. Donc effectivement, c'est un bon exemple. L'interaction avec le mobile, c'est est-ce qu'il y a des candidats qui m'intéressent dans le même wagon de train? Ah bon, après, il y a des aspects légaux. Hein. Je vous vois venir tout de suite. Mais voilà, ça peut être le genre d'application. Le CRM peut aussi, quand on est dans le cloud, se connecter aux réseaux sociaux. Je l'avais mis un connecteur LinkedIn qui permettait, quand vous avez une fiche candidat, d'aller chercher ces informations dans le réseau social pour aller compléter le CRM. Au lieu de montrer toutes les données à la main, ça donne plus de puissance au CRM dans le cloud. Dans le respect des contraintes légales, encore une fois, parce que là, il y a aussi d'autres aspects. Ouais. Mais oui. Mais alors une question, ça veut dire que si on va sur le big data, on va un jour en arriver à se dire, alors pour faire du marketing, je vais prendre que des Sophie. Est-ce qu'un jour on va aller aussi loin que ça? Parce que dans le commerce, dans tout ce qui est distribution, produit, on observe, alors je prends comme exemple, et on observe des liens de comportement ou socioculturels, etc. Est-ce qu'on ne va pas se retrouver encore plus à revenir à catégoriser alors qu'on a essayé de s'extraire pendant et qu'on est tous à dire on veut pas des clones, on veut des gens différents, etc. Est-ce qu'on va bien y retourner avec Les fameuses tautologies dont on parlait tout à l'heure, si on prend l'exemple aussi des personnes à surcharge pondérale, enfin, si vous êtes ami d'une personne de surcharge pondérale, vous avez beaucoup plus de chances que... Enfin, c'est la poule et l'œuf. Les gros ont des amis qui sont gros, enfin bref, je caricature, mais on ne sait pas trop où on est. Il y a deux pare-feux. La première, c'est la rigueur scientifique et le deuxième, c'est la déontologie. Je pense effectivement que c'est un sujet dont il faut vraiment parler, c'est l'heure, parce que de toute façon, je pense que ça va se faire. Si ça ne se fait pas pour les utilisateurs, ça se fera par-dessus les utilisateurs. Voilà, donc je pense qu'il est vraiment assez important des débats sur les limites techniques, scientifiques et les limites déontologiques. Je pense également qu'il y a le besoin du recruteur qui prime sur tout. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous êtes sur une recherche de profil pénurique, vos exigences vont baisser. Et à ce moment-là, vous ne rentrerez pas une recherche par le mot Sophie. Mais vous allez demander des critères beaucoup plus restreints, de toute manière. Oui, après, attention, on décide aussi quelles variables on examine. Oui, non, mais quelqu'un qui s'amuserait à examiner le prénom ou la date de naissance, bon, après, il faut aussi qu'il assume ses responsabilités. Quoi. Si je prends un autre exemple, moi je suis prof à l'ESCP, mais aussi membre du conseil d'administration de l'association des anciens, et on a une problématique de base de données dont la qualité est plutôt en se dégradant, comme beaucoup. Et donc on se pose la question de est-ce qu'on peut justement utiliser d'autres données, d'autres sources, pour la qualité de notre base de données. Et donc du coup, dans le respect des contraintes légales, bien sûr, c'est comme le disclaimer qu'il faut mettre tout le temps. Donc, comment est-ce qu'on pourrait faire concrètement avec le big data pour améliorer la qualité d'une base de données que j'ai déjà? Par exemple, si on est sur une entreprise, est-ce que la personne est en recherche d'emploi, pas en recherche d'emploi? Est-ce que je peux ou pas l'intégrer dans ma base de données? Est-ce que la personne
suivre depuis quand elle est en poste et enrichir ma base de données, etc. Le premier axe vers lequel j'irai, parce que je pense que les personnes qui sont inscrites là le sont parce qu'elles ont une raison, et donc elles sont bien là où elles sont, quelque part, mais ce que le recruteur aura peut-être du mal à appréhender, c'est le contenu des cours, parce qu'il y a des spécialités, il n'y a pas une ESCP, il y a des variantes, et des informations sur les entreprises par lesquelles le candidat est passé, par exemple. Si on est capable de sortir que telle entreprise est vraiment l'expert de la métrologie marine, n'importe quoi, et qu'on a le mot-clé métrologie marine et qu'on est capable derrière de dire « Ah bah attention, ce candidat il a l'air bien parce qu'il a travaillé dans une société qui est vraiment experte de la métrologie marine », là c'est vraiment du big data, parce qu'on a vraiment pris des pièces de différents endroits et on en a fait quelque chose d'un peu plus intéressant. Et donc ce type de... Parce que là, le fait de savoir qu'il travaille dans une entreprise dont le nom n'est pas du tout explicite par rapport à la métrologie marine, et qu'on a appliqué du big data pour pouvoir enrichir cette donnée et donc du coup fournir un service à l'employeur, enfin au recruteur, est-ce que cet enrichissement tombe sous le coup ou pas de la loi sur les données personnelles ou ce genre de choses? À ma connaissance, hein, je ne suis pas juriste, pas plus que mathématicien, mais la loi sur les données personnelles, c'est le droit d'accès, de modification et de suppression. Donc, si une personne a sciemment ajouté l'information personnelle, et qu'elle peut après le supprimer, le modifier, c'est bon. Donc, si vous voulez vraiment être bordé, moi je dirais, je soumettrai l'information au candidat pour qu'il dise « Ok, je veux bien qu'on dise ça sur moi ». Oui, mais en même temps, chacune des bribes d'informations, je prends l'exemple d'une personne que je connais, impliquant, qui travaille pour une boîte, c'est une holding personnelle, en fait c'est une société c'est un family office, hein, donc il a le nom de sa société, et dans sa fiche, dans la base de données, c'est pas du tout descriptif. Donc personne ne sait que c'est un family office, il sera dérangé par personne, etc. En revanche, si moi, par base de données, je fais des recherches ailleurs et je me rends compte que cette boîte-là, parce que j'ai fait un lien avec base de données de société.com, c'est en fait une holding familiale, machin, avec des actifs et tout, cette personne devient, je dirais, une cible pour du marketing, etc. Et donc du coup, on est quand même sur des données qui sont délicates, quoi. Oui, si elle a été publiée de manière... Parce que pour moi, une des questions clés dans cette question juridique, c'est que c'est aussi c'est le traitement. C'est-à-dire que et c'est le correspondant informatique et liberté est garant de ça, est garant du traitement. Et donc du coup, quand moi je donne des données en tant que salarié, au client, au consommateur, peu importe, je les donne pour un certain type de traitement normalement. Oui, absolument. Là, en l'occurrence, ce traitement, il n'a pas été prévu. Mais personne n'interdit à un professionnel du marketing de louer une CVTech et d'exploiter les données de la CVTech. C'est impossible à contrôler. Oui, après, mais quand moi j'ai déposé mon CV dans la CVTech, j'ai coché la case comme quoi la CVTech pourrait aller au partenaire. Oui. Donc il y a un opt-in qui est clair. Non, mais demain je me fais passer pour un recruteur et en fait je suis un méchant marketeur, vous ne le saurez pas. C'est très difficile à contrôler. Je pense que le vrai pare-feu, il est dans le droit à l'oubli. C'est la possibilité effectivement de dire ok, j'en ai marre, je coupe, je ne suis plus là. D'ailleurs, si on voulait vraiment renforcer ça, il faudrait aussi faire des adresses email jetables. Comme ça, au moins, on serait tranquille. Bah, c'est ce que font déjà beaucoup de... Mais il y en a qui font des candidats et pas que des candidats. Beaucoup de consommateurs, tout court. C'est une question, est-ce qu'on doit en avoir peur, finalement, du big data? Parce que y a des lois qui nous en protègent, mais il y a aussi la non-maîtrise des traces qu'on laisse sur les différents réseaux, etc. Et ce qu'on en fait, parce que là, ce que tout à l'heure vous avez dit sur j'ai fait ce métier, j'ai des probabilités de faire tel métier, des fois j'ai l'impression que dans le big data, on ne parle pas de probabilité, mais bien un peu comme dans Minority Report, au bout d'un moment, on devient délinquant avant même de l'être. C'est une question d'usage. Après, ça dépend. La situation souvent aujourd'hui, c'est que si je cherche un commercial, je vais très rarement chercher une assistante commerciale ou un assistant commercial, alors que si ça se trouve, il y en a qui deviennent de très bons commerciaux. Donc aujourd'hui, je suis au degré zéro d'ouverture d'esprit quelque part. Si demain on me dit peut-être que ce genre de fonction ferait aussi un très bon commercial, déjà je m'ouvrirai un petit peu plus l'esprit. Je pense que il y a aussi une façon très négative d'envisager le big data et le Hollywood est plein d'exemples. Voilà. Mais la façon positive, c'est plutôt de dire que
En quoi est-ce que ça peut me rendre un peu plus intelligent, pas plus intelligent, mais voilà, me permettre d'optimiser mes 2 minutes de temps disponible quand j'appréhende un CV, ou voilà, qu'est-ce que ça peut m'apporter en plus dans ma réflexion? Et justement, au-delà des outils, est-ce qu'il n'y a pas un peu d'éducation à faire complètement. pour les utilisateurs de ces outils? L'éducation, et encore, je dirais pour l'instant, on est au stade de la réflexion. Hein. Franchement, c'est pour ça, c'est intéressant d'être dans un format où tout le monde peut prendre la. Et oui, on n'a pas vraiment de certitude, si ce n'est qu'il faut effectivement s'en préoccuper et puis se poser des questions. Juste sur la question du renforcement de l'information sur ces 2 minutes d'attention, un autre exemple, ça pourrait être aussi un commercial. Quand on recrute un commercial, si on prend sur sa fiche LinkedIn le nombre de personnes qu'il a sur les secteurs qu'on vise, par exemple, on veut un commercial B2B qui a, tout d'un coup, on se rend compte 350 contacts clés de premier réseau dans le secteur qui nous intéresse. C'est une information qu'il n'y aura pas sur CV, par définition. Oui. Et pourtant, ça va attester immédiatement du fait que peut-être il n'avait pas d'expérience dans ce secteur-là, mais en fait, par son cercle personnel, il est quasiment déjà prêt pour vendre dans ce secteur-là. Ouais, moi, je dirais qu'un bon commercial, il ne mettra pas ses contacts clients sur LinkedIn. Non, mais bon. Non, mais c'est du départ. Mais ce que je veux dire, c'est que ça peut ne pas être une liste. De toute façon, Sur LinkedIn, laisse pas l'accès de. La grande question, c'est de savoir l'information, elle peut très bien être générée, mais elle n'est pas nécessairement visible pour la base de CV. On peut très bien avoir toutes ces informations nécessairement sur la base, mais par contre, en profiter pour lui envoyer un mail pour joindre le groupe finance. Ça, c'est une exploitation de la donnée sans pour autant qu'elle soit visible. Il y a une étape entre le fait de récupérer et d'accepter qu'on donne la donnée et le fait de vraiment l'afficher pour que d'autres personnes l'exploitent tout simplement de façon anonymisée une exploitation ou alors. Ça, c'est le case study de Target aux États-Unis, qui, enfin, je ne sais pas si vous l'avez vu justement sur le big data, qui a déterminé un indice de probabilité pour que les femmes soient enceintes ou pas parmi leurs clients, pour être capable derrière de cibler des envois, des trains de coupons sur acheter des couches, etc. Et puis ils ont envoyé un train de coupons que pour des couches dans une famille où la jeune fille avait 16 ans ou 14 ans, ou j'en sais rien, etc., etc. Et le père devient complètement fou, il débarque chez Target, il fait un scandale, etc., en disant « Pourquoi ma fille ?» Et il s'est avéré qu'il est revenu 15 jours plus tard, ma fille est vraiment enceinte, etc. Donc derrière Target, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été, effectivement, comme vous dites, pas si bêtes que ça, c'est qu'ils se sont dit, plutôt que de faire un train de coupons, il n'y a que les couches ou tout ce qu'on veut, etc., il y a un tout petit peu de couches dans un train de coupons, donc il y a plein d'autres choses, et ça passe inaperçu. Mais ça, ce genre de choses, il y a toujours des gens qui le feront, mais derrière, on joue quand même un peu avec le feu. Hein, donc, Oui, c'est pour ça que moi je pense qu'il y a quand même une chose qui doit toujours être l'apanage du recruteur ou de l'humain, c'est la décision. Le mieux qu'on puisse faire, c'est de donner des axes de réflexion et des éclairages meilleurs, quoi. C'est vrai qu'on a le risque quand même, là, si on l'exploite du côté base de données, je vais mieux cibler, on a le risque d'agacer un peu la recherche sur Internet, où après systématiquement on va chercher un blouson de ski pendant 3 semaines, tous les blousons de ski. On en a tous souffert. Enfin, la crise de 2008 a été très fortement amplifiée par des décisions cybernétiques. Les micro-biddings, c'était vraiment ça, avec plusieurs transactions à la seconde. Personne ne contrôlait vraiment, enfin, on a joué aux apprentis sorciers. C'est pour ça que, encore une fois, la décision doit revenir à l'humain. Mais après, on peut l'aider. Alors, est-ce que ça voudrait dire que ça peut être un outil pour aider pour le recruteur, si je me remets dans ce que je connais mieux, qui va être plutôt une notion de filtre, justement, de se dire de tamis, ou comment je fais mon entonnoir en me disant j'ai envie d'aller directement aux personnes qui sont les plus qualifiées ou préqualifiées, parce que là on est quand même je dirais en préqualification. le moins de filtres possible. On peut éventuellement faire un classement, mais il faut que ce classement on sache l'expliquer, il faut qu'on puisse le recruteur puisse influer sur le classement, et au-delà du classement on peut proposer aussi des éclairages, qu'on appelle des facettes, pour dire tiens, j'ai trouvé X candidats, j'aimerais bien savoir chez qui ils travaillent en ce moment. Alors j'ai 2 solutions, soit je vais éplucher tous les CV un par un, soit je peux représenter leur employeur actuel, et du coup je vais me dire, tiens, et du coup j'en retenir certains, d'autres qui vont pas m'intéresser parce que j'avais pas bien fait ma requête. Voilà, mais pour moi c'est vraiment dans l'aide, voilà. On parle de réalité augmentée. Demain on peut imaginer que sur mon smartphone, quand je suis devant une vitrine de chez Adecco, j'ai des offres d'emploi qui me correspondent, et pas simplement ce qui a été choisi, voilà. De la même façon, quand je suis recruteur, j'envisage une liste de CV ou des CV, on peut me fournir des infos qui vont m'aider, voilà, qui vont simplement
faire pour moi des recherches que j'aurais pas eu le temps de faire autrement. En fait. D'accord, donc avec les Google Glass, je serais recruteur. Alors Les moi, fameuses j'arrivais, Google je verrais Glass, tous les candidats pour tel poste. ouais, et le contraire, d'ailleurs, il dit oula, recruteur. J'ai mis ma cravate. C'est vrai que le côté un peu, mais voilà. Mais cela dit, j'étais à une conférence l'autre jour, c'était le Job Board Summit à Londres. Il y avait une personne en fait qui est un futurologue, hein, c'est Peter Gold, qui disait que l'avenir du recrutement, quelque part, le prochain grand changement, c'était la reconnaissance vocale. Parce qu'on pourra dire, je cherche ça, voir, on va me répondre, et je vais dire, ah ben non, en fait, si, je voulais dire ça. Ce qu'il doit faire, ouais. Voilà. Après, est-ce qu'il a raison ou pas, bon, en tout cas, ça a l'avantage de se poser la question. Et est-ce que, au niveau des étudiants, est-ce que les écoles, vous avez des feedbacks sur ces sujets-là? Est-ce qu'ils ont l'impression justement qu'on récolte des données sur eux, qu'on veut utiliser ça Clairement, pour moi, il y a deux approches chez les étudiants. Il y en a qui sont sur le contrôle extrême de leurs données, machin, etc., etc. Et il y en a d'autres, au contraire, qui ont adopté plutôt le comportement américain qui est ce qu'on appelle le flooding, où ils vont balancer plein d'informations. Et ils sont très très bons pour brouiller les pistes, etc. Et moi, les étudiants, il y en a quelques-uns qui sont très très bons là-dessus. Oui, ils en font leur e-réputation et leur e-promotion, personal branding à travers les... Oui, ça dépend. Ça dépend des lieux en fait. Ça dépend des lieux. Si c'est un outil de leur école, ils seront plus vigilants que sur Facebook. Quoi. Ouais. Alors moi je tiens quand même à dire une chose, on peut faire du big data sans données nominatives, on n'en a pas du tout besoin. Parce qu'il y a deux étapes. C'est qu'on peut recréer des données nominatives non, sans les recréer, sans en avoir, sans y toucher, sans même en sentir l'odeur. Ce n'est pas nécessaire. On a un certain... mais je me fais pas l'avocat du diable parce que ça existe déjà avec les problèmes de données comportementales. C'est que le problème de données nominatives, c'est la capacité à cibler quelqu'un précisément, et à suivre, etc. Maintenant, avec le niveau de finesse qu'on a avec les données non nominatives, c'est comme les mailings adressés par rapport aux mailings non adressés. Maintenant, avec du non adressé, du non nominatif, on est capable d'avoir des meilleurs retours qu'avec de l'adressé. Parce que justement, comme on a des bases de données qui sont extrêmement contraintes, du point de vue juridique, légal, machin, etc., sur les données que je peux garder sur une personne, plus gérer la qualité de la donnée, etc., j'ai des meilleurs retours maintenant sur des ciblages qui ne sont pas nominatifs. Donc pour moi, Mais ce qui nous ramène quand même à un point, c'est qu'au final, le souci, c'est pas nécessairement le big data, c'est le CRM. C'est qu'est-ce qu'on en fait? C'est quelle est la finalité du CRM? Est-ce que le CRM, c'est équiper vos recruteurs avec un maximum d'informations pour mieux choisir les candidats et mieux se vendre auprès des candidats et mieux avoir un dialogue plus riche? Est-ce que c'est ça? Ou bien est-ce que c'est du marketing direct? C'est vraiment comment est-ce qu'on conçoit le Customer Relationship Management ou Candidate Relationship Management, il y a quand même une relation dedans. Donc c'est quoi la relation? Est-ce que c'est une relation postale, ou électronique ou pas? Ou bien est-ce que c'est une relation humaine? Ça, c'est un choix délibéré. Il faut se faire une stratégie de big data, c'est ça, de CRM. Oui, c'est qu'est-ce qu'on veut en faire? C'est vraiment qu'est-ce que ça permet de faire? Qu'est-ce qu'on veut en faire? Donc je ne sais pas s'il y avait peut-être d'autres personnes dans l'assistance qui auraient des questions, qui voudraient témoigner, partager leurs craintes. Diego, toujours pas. Est-ce qu'il y a des étudiants dans la salle, justement? Madame, qui n'a pas encore pris la parole. Non, là, je rejoins je sais pas, le jeune homme de Corinthie. C'est que ça me fait extrêmement peur, ça pense à la minorité des portes. En tout cas, le CRM, moi, en ce moment, j'ai des cours de CRM, donc j'ai pu travailler sur la durée de vie d'un produit. Et la qualité du CRM que ça pouvait créer, générer. Et ça me fait extrêmement peur qu'on utilise le CRM en fait, pour parler d'un candidat. Vraiment. Et effectivement, moi ça me fait mettre en balance en fait, des données personnelles sur moi. On les rend dans une base, on les analyse, on en génère des statistiques qu'on va après mettre en balance avec nos statistiques et voilà, ça me fait peur. Parce que chaque expérience est unique. Et puis, ça rejoint ce que vous disiez aussi, je trouve qu'on est vraiment en France en plus dans le clonage, un peu. Et moi, ça me fait vraiment bizarre qu'on utilise vraiment le terme de CRM accolé au terme de candidat. Voilà.
Non, mais Alors c'est l'acception du CRM. Encore une fois, on associe maintenant beaucoup CRM avec marketing direct, marketing quanti, etc. Moi, j'ai commencé à faire du CRM en 99. Et à l'époque, on faisait des communautés virtuelles. C'était suite à NetGain, enfin tout ça, je ne sais pas si ça vous... le CRM, c'était aux gens, sans qu'on sache forcément qui c'était. Donc, par exemple, on se rendait compte que les gens aimaient bien vendre, c'était un site de vente de vin, les gens aimaient bien mettre des vieilles bouteilles aux enchères, on a créé un service d'enchères. Donc, c'est pas forcément intrusif. Je vous laisse finir une phrase ou deux si... S'il reste une question... Vous ne seriez pas recruté dans la police, quoi. Il faudrait voir les datas, ce qu'elles disent. Les principaux éditeurs de CRM ont un peu modifié leur sémantique et appellent ça HCM dans leur stratégie de développement. C'est un des points les plus importants de la stratégie. C'est quoi HCM? C'est le H de human ou c'est le H de... Et au lieu de tourner vraiment des objets de relation client, on va vraiment créer cet environnement pour gérer des candidatures de l'humain. C'est ça qu'on commence à voir apparaître chez les équipes. Cette fois-ci, c'est vraiment là. C'est vrai. Merci beaucoup.